Bonjour Evelyne, bienvenue pour une session un peu spéciale aujourd'hui. Un survol, disons, de quelques grandes figures de la philosophie moderne. On va couvrir du 16e ou début du 20e siècle. C'est parfait si vous êtes en pleine révision pour le bac philo, ou juste pour se rafraîchir un peu la mémoire sur des idées importantes. On s'appuie sur des extraits d'un guide des grandes œuvres. Voilà, notre but, extraire l'essentiel, voir comment ces penseurs ont un peu changé la donne. Absolument. C'est une période de très grands changements intellectuels, vraiment. On va explorer comment ils ont repensé la politique, la connaissance, la société et même la morale. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Début 16e, Machiavel, le prince. On dit souvent que c'est cynique, mais c'est surtout très pragmatique, non? Il regarde le pouvoir tel qu'il est, à son époque, en Italie. C'est exactement ça. Il le détache de la morale chrétienne, qui dominait. C'est ça la rupture. Et ce qui est passionnant, c'est cette tension qu'il décrit entre la vertu, Oui, la compétence politique, la force de caractère du prince. voilà, et la fortuna. Le hasard, les événements imprévisibles, quoi. Machiavel y part d'une vision assez pessimiste de l'homme, mu par ses passions. Mais, et c'est là le paradoxe, il suggère que l'ambition du prince, bien gérée, peut servir le bien commun, en assurant la stabilité, la sécurité de l'État. C'est fondateur pour la pensée politique moderne. D'accord. On avance d'un siècle. Changement d'ambiance avec Descartes, au XVIIe. Lui, son obsession, c'est la certitude. Trouver un point fixe, indubitable, pour fonder la science. Oui, il cherche une méthode fiable pour la raison. Et il la trouve, cette première certitude Le fameux cogito. distincte, correspond bien à quelque chose de réel. Ce qui ouvre la voie à une vision assez mécanique du monde. Tout à fait. Une vision mécaniste. Le corps, les animaux, vus comme des automates complexes. L'homme se distingue par son âme, sa raison. D'où sa formule célèbre, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Une ambition forte. Oui, une confiance dans la raison qui sera questionnée plus tard. Justement, sautons au XVIIIe siècle. Rousseau. Lui, il s'intéresse à l'inégalité, à l'origine de la société. C'est le contrat social. Pour l'homme, il est plutôt bon, enfin, guidé par la pitié naturelle. Une sorte d'empathie. C'est ça. Mais il est asocial, il vit plutôt isolé. C'est la société et surtout la propriété privée qui va amener la corruption, l'inégalité. Et le contrat social, alors, ce n'est pas une description de comment ça s'est passé. Non, pas du tout. C'est plutôt une théorie sur ce qui pourrait rendre un pouvoir politique légitime, un idéal en quelque Un sorte. raccord du temps et l'argent. Et la clé, c'est quoi? C'est la volonté générale. L'idée, c'est que si la loi exprime cette volonté générale, qui vise le bien commun, alors, en obéissant à la loi, chaque citoyen n'obéit finalement qu'à lui-même, comme partie du tout. On perd sa liberté naturelle, mais on gagne la liberté civile et morale. Exactement. On devient citoyen. C'est une pensée fondamentale pour la démocratie moderne, bien sûr. On arrive à la fin du XVIIIe. Kant. La révolution copernicienne en philo. Là, ça devient un peu plus abstrait peut-être. Il change la perspective, oui. Ce n'est plus l'esprit qui doit se conformer aux objets extérieurs pour les connaître, Mais l'inverse, les objets qui doivent se plier aux structures de notre esprit. c'est l'idée maîtresse. Dans la critique de la raison pure, il explore les limites de ce qu'on peut connaître. Il distingue les phénomènes, ce qui nous apparaît à travers nos sens, et les structures de notre entendement, comme l'espace, le temps, la causalité. Et les noumènes. Les noumènes, ce sont les choses en soi, indépendamment de nous. Et ça, on ne peut pas les connaître. C'est hors de portée de notre raison théorique. Et sur le plan moral, il est aussi très important. Ah oui! Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, il pose son fameux impératif catégorique. Agir selon une règle qu'on pourrait vouloir universelle. Voilà. La morale ne dépend pas du résultat de l'action, mais de l'intention, du devoir. Elle repose sur l'autonomie de la volonté, la liberté. Même si cette liberté, d'ailleurs, il dit qu'elle est indémontrable, mais qu'on doit la supposer. D'accord. Après Kant, le 19e et le début 20e, c'est une période de critique assez forte, non? Marx, Nietzsche. Oui, des remises en cause radicales. Marx, avec son analyse de l'histoire basée sur l'économie, la lutte des classes et le concept d'aliénation. L'aliénation du travailleur dans le système capitaliste. C'est ça, dépossédé du fruit de son travail et même de son humanité. Et Nietzsche, lui, s'attaque frontalement à la morale. Nietzsche, oui. Il fait la généalogie de la morale. Il cherche l'origine de nos valeurs bien et mal. Il y voit souvent l'expression d'un ressentiment, une sorte de vengeance des faibles contre les forts, qui aurait inversé les valeurs nobles originelles. Il appelle à dépasser ça. Bon, et pour finir ce tour d'horizon forcément rapide, un mot sur Heidegger, au XXe siècle.
Figure majeure, mais oh là là, compliqué. Oui, Heidegger est incontournable pour avoir recentré la philo sur la question de l'être. Il critique toute la métaphysique occidentale, y compris l'humanisme, pour avoir, selon lui, oublié l'être, au profit de l'étant, des choses qui existent. Mais, et c'est absolument crucial de le souligner, son engagement profond et volontaire dans le nazisme est un fait historique, avéré et documenté. Ce qui pose question aujourd'hui. Énormément. Ça rend sa place dans une discipline humaniste comme la philosophie extrêmement problématique. C'est un débat constant et nécessaire. Voilà pour ce parcours express. Du réalisme politique à la raison reine, puis critiquée. En passant par le contrat social, le devoir moral. Qu'est-ce qu'on en retire au final? Ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir comment ces questions, même si elles datent, sont toujours d'actualité. Le pouvoir, la vérité, la justice, la liberté. Elles irriguent encore complètement nos débats d'aujourd'hui sur l'État, la connaissance, l'éthique. Elle nous pousse à réfléchir sur ce que c'est qu'être humain en fait, et en société. Exactement. C'est une invitation permanente à continuer d'explorer, à aiguiser notre propre pensée. Une excellente conclusion. Merci beaucoup. À bientôt.